donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis docteur Karine Martin-Latry. Alors moi, je suis pharmacien de formation, mais je suis enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux et également praticien à l'hôpital, dans l'hôpital cardiologique à Bordeaux, qui est un hôpital très réputé pour ses soins en cardiologie. Et donc dans ma partie hospitalière qui est quand même la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui mon travail à l'hôpital est d'accompagner depuis quelques temps déjà les patients cardiovasculaires dans leur parcours de soins et surtout de les aider à prendre soin d'eux-mêmes. Alors particulièrement évidemment en matière de médicaments, mais il est vrai qu'il y a pas mal de jonctions entre le médicament et le reste. Donc moi, mon travail, c'est ça. Et donc, je fais aussi beaucoup d'études, d'interviews auprès des patients pour essayer de comprendre les enjeux, essayer de faire remonter aussi les problématiques aux décideurs, aux médecins avant tout dans mon service, mais également aux décideurs. Et donc, je suis aussi éducatrice en éducation thérapeutique, c'est-à-dire que j'anime des ateliers pour des patients qui ont eu des infarctus du myocarde, des AVC, qui ont des difficultés au niveau de des vaisseaux et qui ont des médicaments en lien avec ça. Alors, je vais dérouler un peu tel que la prise en charge se fait. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur le principe en fait, global du traitement après un infarctus du myocarde. Parce qu'il faut comprendre la logique qui est derrière ça et non pas juste les indications des médicaments. L'impact que ça peut avoir, une petite aparté sur l'impact que ça peut avoir, quelques petits fondamentaux quand même qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, je vais aborder plein de problématiques que je rencontre systématiquement auprès des personnes qui prennent des médicaments en post-infarctus du myocarde, que ce soit la durée de traitement, les horaires de prise, les contraintes du quotidien, les questionnements techniques, mais aussi émotionnelles. Je vais essayer de traiter ici les questions qui me reviennent le plus fréquemment. Alors, il y en a plein des questions. Et du reste, à la fin, je vous présenterai un travail que j'ai fait. Mais l'idée, c'est d'aider. Moi, c'est vraiment ce qui m'importe, c'est le côté très pratique, le côté comment faire au quotidien au-delà de la science, de la médecine et de la pharmacie en tant que telle. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est très intéressant de comparer le cœur et le système qui va autour du cœur, donc ce qu'on appelle le système circulatoire et le système cardiovasculaire, à ce qu'on connaît tous à peu près, à un système de plomberie-chauffagerie. En gros, dans une plomberie-chauffagerie, on a une unité centrale qui va envoyer la puissance, qui va réguler, etc. Des tuyaux, c'est-à-dire les chauffages dans nos lieux de vie, les chauffages qui vont permettre de distribuer cette puissance et ce flux, on va dire. Et puis, à la fin, on peut vidanger, si on veut également, avec le système des robinets. Et donc, je fais cet aparté parce que le système, le corps humain, il fonctionne comme ça en matière de cardiologie. On a une pompe qui va être le cœur. Il y a des vaisseaux qui partent du cœur et qui reviennent au cœur et qui vont alimenter absolument tout l'organisme. Et un moyen de vidange qui est le rein, qui est l'urine. D'accord. Donc, je vais faire cet aparté parce que je pense que c'est hyper important de comprendre ça pour comprendre les enjeux de l'infarctus du myocarde. Le principe du traitement après un infarctus, donc l'infarctus, c'est qu'à un moment, le cœur a manqué d'oxygène. Okay, du coup, il a été plus ou moins en souffrance, donc c'est ce qui fait les douleurs notamment potentiellement, et il est plus ou moins abîmé à la sortie de cette manque d'oxygène. D'accord. Donc, le principe du traitement, il va être double, il va être de gérer l'immédiat et de faire en sorte que ça ne revienne pas, ce qui s'est passé. La première étape, après l'immédiateté, donc on va gérer la crise, c'est le cœur a souffert. Donc on voudrait pouvoir le mettre au repos, on voudrait pouvoir le mettre en vacances, on voudrait qu'il aille faire autre chose de son activité de cœur. Et donc, on voudrait juste qu'il se repose. Le problème, c'est que si on veut mettre le cœur au repos et qu'on veut le mettre en vacances, c'est compliqué. S'il arrête de travailler, vous voyez, ça va devenir très compliqué. Donc, on ne peut pas le mettre en vacances, mais on va le brider un maximum. D'où ma petite photo ici d'un deux roues que l'on peut brider et débrider, en l'occurrence souvent. On va faire en sorte qu'il travaille, parce qu'on en a besoin qu'il travaille, on a tous besoin de notre cœur, mais qu'il travaille au minimum de ses capacités pour qu'il se remette de ses émotions, pour qu'il se répare aussi. Donc, on va baisser sa capacité à accélérer, à monter dans les tours. On va baisser sa fréquence cardiaque, donc on va ralentir le cœur et on va le rendre moins puissant. On va également, du coup, comme on a vu que c'était un système de tuyauterie, quand on monte la pression dans l'unité centrale, donc dans le cœur, les tuyaux sur les côtés vont prendre le flux, donc vont être en surcharge. Donc là, ça fait monter la pression de toute la tuyauterie et donc le travail du cœur. Donc comme on veut baisser le travail du cœur, eh bien, on va rendre les tuyaux tout mous, c'est une image, mais tout détendu. Donc, on va, ce qu'on appelle baisser les résistances, baisser la tuyauterie et on va augmenter aussi la possibilité de vidange, c'est qu'on va faire en sorte que les tuyaux soient plus mous, c'est une image encore, plus flexible et qu'il n'y ait pas trop de pression à l'intérieur de la tuyauterie pour que le cœur ne travaille pas trop. Et troisième chose que l'on va faire, c'est que comme il y a déjà eu un bouchon dans l'organisme qui a provoqué le manque d'oxygène et qui a fait souffrir le cœur,
on va faire en sorte que ça ne revienne pas. Et donc, on a identifié au moins 2 manières d'éviter que des bouchons, des caillots ne reviennent dans le cœur. Donc, si je remets cette histoire-là sur mon schéma du début avec le cœur, le cerveau en haut, les poumons et la vessie en bas, on va baisser donc la capacité du cœur à monter dans les tours, on va baisser sa fréquence, on va baisser sa puissance, on va baisser les résistances, ce qu'on appelle périphériques, donc la tuyauterie, on va baisser le flux à l'intérieur, on va rendre ça un peu plus détendu. On va possiblement, en fonction des personnes, augmenter la vidange, faire uriner, faire perdre de l'eau. Et puis, on va empêcher la formation de caillots. Là, c'est partout dans le corps. Donc, ça nous intéresse à peu près partout. On va retrouver 4 grosses classes de médicaments. On va retrouver ce qu'on appelle les bêta-bloquants, j'y reviendrai, qui finissent tous en OLOL. On les retrouve comme ça sur les ordonnances, si vous voulez aller regarder. Ils finissent par ce mot-là, enfin, cette petite terminaison. Ensuite, on va vouloir baisser donc, les résistances, on l'a vu. Donc là, on retrouve des IEC, des inhibiteurs calciques, on y reviendra aussi. Et puis, on va empêcher la formation de caillots. Donc, avec 2 systèmes, empêcher la coagulation du sang, donc avec des antiagrégants et des anticoagulants parfois si c'est nécessaire. Et puis, des traitements pour lutter contre le cholestérol, puisqu'on a trouvé dans les plaques de bouchons du cholestérol. Donc, les médecins aiment le diminuer au maximum pour éviter la formation de bouchons. Alors, c'est pour ça que peut-être vous avez entendu parler déjà de ce qu'on appelle le traitement basique. C'est un traitement qui est assez commun à toute personne, même s'il à l'intérieur de ce traitement, on peut faire des variations. Donc, basique parce que c'est BASIC. B, c'est pour le bêta-bloquant qu'on a vu juste avant. A, c'est pour anti-agrégant. S, c'est pour statine. I, c'est pour l'IEC ou l'inhibiteur calcique. Et le C n'est pas du médicament, c'est correction des autres facteurs de risque qu'il peut y avoir, la sédentarité, le tabac, le stress, des choses comme ça. Donc, c'est un acronyme qu'on retrouve souvent si vous êtes intéressé à lire un peu sur le sujet. Alors, une règle d'or, même si on le redira après, je ne modifie jamais mon traitement sans l'avis d'un médecin, un cardiologue ou son médecin traitant. Mais j'y reviendrai plus tard. Moi, c'est un truc qui me paraît très important dans l'expérience que j'ai avec les patients, c'est la prise en compte de cet infarctus dans sa vie. Alors, je vais aborder une petite diapo qui est que là, on va parler de médicaments. Mais avant le médicament n'est qu'un symptôme de ce qu'il s'est passé. C'est que le témoin de l'événement qui est survenu. Et donc, en fait, pour qu'une personne accepte au final de prendre des médicaments, il faut qu'elle passe par un certain nombre d'étapes psychologiques. On est tous faits ainsi pour arriver au geste de prendre des médicaments. Alors, la première chose qui est importante à considérer, c'est d'être persuadé d'être atteint d'une maladie, puis que cette maladie et ses conséquences puissent être graves pour soi. C'est pas un petit infarctus, c'est pas une petite séquelle, c'est pas un petit truc. Il y a eu un infarctus, il est là, il est important. Je ne peux pas, il faut que je le considère comme tel. Puis il faut que je pense que prendre des traitements aura un effet bénéfique, des traitements dont les médicaments, et il faut que je pense que les bénéfices du traitement de ces médicaments contrebalancent avantageusement, sont plus positifs que les contraintes pratiques, psychologiques, sociétales. Alors, financières, on ne les a pas trop, heureusement encore, mais ça pourrait changer un jour. Et les possibles effets secondaires des médicaments. Si on n'a pas cette association des 4 paramètres, c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'avoir dès le départ. Si ça s'est remis en cause, il va falloir se poser là-dessus. Parce que prendre des médicaments, c'est avant tout déjà avoir fait un cheminement avant, qui est une étape obligée, on va dire. Et je me permets du coup de rebondir sur le premier point, être persuadé d'être atteint de la maladie. Quand on parle de l'infarctus, on pense souvent à un événement. On se dit, voilà, j'ai fait un infarctus, j'ai été pris en charge, on m'a posé des stents, on m'a fait des pontages, maintenant je vais mieux. Est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est une maladie finalement? En fait, c'est un événement, mais qui en fait traduit une maladie artérielle derrière, qui est qu'on est beaucoup plus sensible que le reste de la population à boucher un morceau de vaisseau sanguin. Ici, ça s'est bouché dans le cœur, mais ça peut se boucher ailleurs, dans la tête notamment, et dans les jambes. C'est les 3 endroits vraiment très embêtants. Et donc, on va appeler, c'est une maladie qu'on va aller chercher un peu partout du reste. Ouais. Donc, c'est one shot, parce que l'idée, c'est que ça ne revienne pas, mais ça va demander quand même de stabiliser ça pour pas que ça revienne. C'est ça, donc on est soigné mais pas guéri après un infarctus. Il faut quand même continuer à être suivi et prendre un traitement. J'y reviendrai après, oui, à la question sur la durée. Alors, allez, le traitement, du coup. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les bêta-bloquants, donc on va revenir un peu là-dessus. Alors, avant de partir sur les différents types de médicaments, là, pour les détailler un peu plus, je vais revenir sur la différence entre eux, parce qu'on lit ça dans la littérature, on entend ça, un effet secondaire, un effet indésirable. De quoi on parle en fait? Alors, juste pour dire, un effet secondaire, parce que moi j'emploierais souvent ce mot-là, est un effet qui est attendu de par le fonctionnement du médicament. On demande au médicament d'agir à un endroit, mais comme il se promène dans tout le corps, il va aller agir à d'autres endroits parce qu'on ne sait pas le dire. Et ces autres actions sont plus ou moins agréables. Par exemple, les bêta-bloquants vont ralentir le cœur, donc on va se sentir ralenti et donc fatigué. C'est le but. Il ne faut pas que ce
soit invivable, mais c'est le but des cardiologues de protéger le cœur et de le ralentir. Un effet indésirable, c'est une réaction qui est, elle, du même type, mais nocive, non voulue. Des fois, elle n'est pas prévisible, on ne l'attend pas du tout, qui est due à l'utilisation d'un médicament dans un contexte normal. On ne parle pas de surdose de médicaments. La distinction, elle est là entre le secondaire et l'indésirable. J'avais besoin pour pouvoir vous parler après d'exposer ce point-là. Alors, si je prends les bêta-bloquants, alors vous avez sur vos ordonnances, alors tout le monde ne l'a pas, mais beaucoup de gens l'ont, hein, d'accord. Un traitement qui finit par Olol, qui est soit le bisoprolol, soit le nebivolol. Parfois, il est associé à un autre médicament et ça change le nom. Donc, l'idée, on l'a vu tout à l'heure, c'est de baisser la capacité du cœur à travailler. Donc, on va baisser sa consommation en oxygène pour qu'il s'économise, qu'il se mette au repos. Donc, ça a un petit effet anti-stress aussi parce qu'on est très posé, détendu. Il y a certaines personnes qui réagissent très bien à ça. Et le corollaire de ces médicaments, c'est que du coup, on a un pouls qui est ralenti, une fréquence cardiaque qui est plus basse, qui peut parfois inquiéter. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop basse, puisqu'il faut que le cœur travaille. Mais on est beaucoup plus posé, beaucoup plus ralenti. Donc, on a plus de coups de fatigue, plus envie de dormir. Un effet qui peut durer juste le temps que le corps se régule. Et puis, si c'est trop compliqué, on va diminuer la dose. Mais c'est l'idée un peu. Alors, la difficulté de ça, c'est qu'effectivement, on va lui demander à ce médicament de baisser, calmer le cœur, mais il va aussi aller calmer tous les vaisseaux, baisser la pression dans tous les vaisseaux du corps humain. C'est pour ça que j'ai marqué la baisse de la libido, notamment plutôt les troubles de l'érection qui peuvent survenir chez les hommes. C'est-à-dire que il faut comprendre que ça baisse la pression dans la tuyauterie. Et donc, ça va baisser la tuyauterie jusqu'au bout de toutes les extrémités, dont le pénis. Et ça peut aussi provoquer des sensations de froid aux extrémités des doigts et des doigts des mains et des pieds. Ce n'est pas systématique, hein, c'est juste que par contre, ça s'explique assez bien et qu'on sait y remédier en changeant de médicament, en diminuant une dose. Enfin, on essaye d'ajuster le traitement. Voilà comment ça marche. L'autre grande classe de médicaments, c'est ce qu'on appelle donc le A pour anti-agrégant plaquettaire. Donc, vous allez souvent retrouver sur vos ordonnances alors de l'aspirine qui a différents noms, Cardégique quand c'est en sachet, l'aspirine Protect ou le Résitune si c'est en comprimé. Et puis, en fait, cette aspirine, elle est systématiquement pendant la première année associée à un deuxième traitement qui est un peu dans le même esprit, qui porte d'autres noms. Là, alors je vous ai mis les deux noms parce qu'il y a les noms scientifiques et les noms commerciaux, mais avec les noms des génériques. Donc, plus ça va, plus vous verrez les noms qui sont à gauche. Ticagrelor, Prasugrel, et voilà. Donc ça dépend de l'évolution du marché français. Le but de ce deuxième médicament, c'est de faire en sorte que les stents que l'on pose dans le corps, qui sont des petits tuyaux qui empêchent que la tuyauterie se resserre, on va dire, ce stent, c'est un corps étranger. Et donc, il est vu par le corps comme un corps étranger. Donc, le corps va essayer de se défendre contre ce corps étranger. Et en se défendant, il va provoquer des caillots à l'intérieur. Donc, ce n'est pas l'idée, vous comprendrez bien. Le but, c'est justement d'avoir mis un ressort, un stent pour que la circulation soit fluide. Donc, du coup, on va rajouter ce traitement le temps que le corps intègre cette nouveauté comme quelque chose qui lui appartient, une entité à part entière. Et donc, on laisse ces traitements un an à cause de ça. Par contre, du coup, avoir deux médicaments qui sont là pour fluidifier le sang, diminuer le risque de caillots, fait qu'au quotidien, et là, ça dépend vraiment des personnes, il n'y a pas de règle. Disons que fluidifier le sang, ça va faire en sorte que quand on se cogne, par exemple, on fait toujours un petit bleu, mais là, on va avoir une capacité à faire des bleus beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus importantes parce qu'on inhibe le système qui empêche de faire des bleus d'habitude, d'accord? Donc, ce n'est pas grave, c'est un effet du médicament, on sait que ça marche comme ça, on va dire. Si par contre, ça devenait trop bleu, trop fréquent, il faut en discuter. Mais c'est un effet qui est effectivement attendu. Donc, on peut saignoter aussi du nez, des gencives, mais quand je dis saignoter, ça s'arrête. Hein. C'est pas le truc qui dure 5 minutes. Il faut consulter si c'est pas le cas. Donc là, il y a une petite brosse à dents pour privilégier les poils souples. Oui, il faut essayer de préserver de toute façon déjà ces gencives à la base, mais particulièrement dans ces cas-là. Si vous êtes une femme sujette aux règles, ça peut allonger la durée, effectivement. Alors, c'est des petites doses, mais ça peut quand même, avec les deux médicaments, modifier la fluidité des règles, modifier la quantité aussi. Donc, il faut en discuter. Donc, il y a aussi des informations sur la durée du traitement. Je ne sais pas si on en parlera par la suite ou si c'est une Ah oui, question. non, j'ai marqué 2 pendant 1 an, oui, c'est ça, après un stent, puis un à vie, mais j'y reviens après. Mais là, il y en a un qui s'arrête au bout d'1 an. Mais c'est sûr qu'au début, pendant 1 an, il y en a 2. Et juste pour rebondir effectivement par rapport à ça, puisque c'est des messages que j'avais vu passer assez régulièrement sur le groupe de patients, c'est l'appréhension quand on arrête un des anti-agrégants plaquettaires. Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on diminue la dose progressivement? Est-ce qu'on arrête d'un coup? Est-ce qu'il y a un effet rebond? Ou globalement, quand on arrête, c'est que tout va bien, c'est sûr, et donc il n'y a pas à s'inquiéter. Non, on arrête, tout va bien en fait, il n'y a pas d'effet rebond, on arrête juste parce qu'on estime que le deuxième, il est là pour vraiment faire accepter au corps humain l'objet étranger qui est le stent. Donc au bout d'1 an, et on est très large, hein, on se dit c'est bon, donc on peut en arrêter un
Et un seul médicament ensuite suffit dans toutes les études scientifiques qui sont faites, les suivis de patients pour maintenir une fluidité du sang. Et effectivement, et d'ailleurs 1 an, est-ce qu'on tend pas maintenant même parfois à réduire aussi cette durée, à 6 mois, pour, Alors, il y a eu des tentatives, il y a 2-3 ans, on était repassé à 6 mois et là, ils sont remontés tous à 1 an. Donc comment vous dire, ça dépend, de OK, l'évolution des connaissances. OK, Aujourd'hui, on a 1 an. très bien, Des parfait. exceptions toujours possibles, hein, Mais donc ouais, effectivement, en tout cas, c'est des choses qui sont contrôlées, surveillées, donc il y a pas de raison de s'inquiéter, si on dit d'arrêter après 1 an, c'est que, et on ne c'est va pas sécurisé. on ne va pas exposer pour rien non plus, une personne à trop de médicaments. C'est pas l'idée non plus, hein, faut bien le comprendre comme ça. On en a besoin, mais quand on en a plus besoin, on l'enlève. Alors les statines est associées parce qu'en fait, c'est le traitement, pour gérer le cholestérol. Alors il y a très souvent, si quasiment tout le temps maintenant, une statine, mais elle est pas toute seule en général. L'idée des traitements du cholestérol, c'est qu'on a remarqué que donc dans les plaques qui se forment et qui font le bouchon, on retrouve le mauvais cholestérol, donc sur la diapo qui est le LDL. Et donc, on va limiter sa présence dans le corps humain en mettant en place des traitements parce que c'est le seul moyen pour arriver à faire baisser la dose, c'est d'ajouter un traitement. Donc, il y a différentes molécules que j'ai mis à droite qui sont plus ou moins avec une autre molécule qu'on appelle les étimibes. Et donc, c'est très efficace, ça marche pour baisser les taux sanguins. Par contre, en fonction des personnes, et là aussi, ce n'est pas prévisible. Alors, par contre, là, c'est pas prévisible. Donc, on met le médicament et on voit comment ça se passe parce qu'on a besoin, enfin, les cardiologues estiment qu'ils ont besoin de mettre ces médicaments. Parfois, les gens les supportent très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, nickel, quoi. Et puis parfois, des personnes se plaignent alors d'aspect musculaire. Ça va être des crampes, des raideurs musculaires, des douleurs en fait, ou des faiblesses des muscles. Mais c'est souvent des crampes, souvent le soir, souvent quand ça nous réveille la nuit, etc. Il y a une autre chose que je voulais discuter ici parce que je trouve que c'est moins connu et pour autant ça se rencontre, c'est les douleurs articulaires. Alors articulaires, soit elles viennent spontanément, on n'en avait pas avant, soit pour des personnes qui avaient déjà des tendances à douleurs articulation, d'arthrose ou autre, ou des sensibleries d'articulation, ça peut réveiller ces douleurs-là. Et puis bon, perturbation du bilan du foie, on fait un bilan au début et puis comme ça on a un point de départ et on surveille. Mais ce qui va plus gêner les gens en fait, c'est les ressentis physiques qui sont les deux premiers. Et juste une question effectivement, bah, sur ces crampes, ces raideurs, bah, on en parle souvent. Comment est-ce qu'on sait en fait qu'elles sont liées aux statines? Est-ce qu'il y a un protocole qui permet, bah, de vérifier que c'est bien lié aux statines et pas éventuellement à autre chose? Oui. Alors, ça va dépendre des endroits où on est soigné. Moi, je sais qu'au CHU de Bordeaux, on arrête les médicaments. Alors, on évalue d'abord s'il n'y a pas d'autres causes, parce que des fois, il y a d'autres causes qui ne sont pas du tout médicaments. Mais on arrête les traitements, en fait. On fait des wash-out, comme on appelle. On arrête les traitements 3 semaines parce que c'est le temps pour éliminer le médicament du corps. Pour certaines molécules, elles peuvent rester longtemps. Et puis, on regarde ce qui se passe. Si tout disparaît, eh bien, on change de molécule. Donc, soit on baisse la dose, soit souvent, quand même, on change la molécule pour une autre parce qu'on ne sait pas l'expliquer, mais on peut passer d'un médicament d'une statine à l'autre et plus rien ressentir avec la deuxième. Alors, bon, après, elles sont plus ou moins efficaces. Là, je les ai rangées par ordre décroissant d'efficacité. Donc, on va très, très souvent voir la torvastatine qui est en première parce que c'est la plus efficace, mais on va changer et on va essayer d'adapter au mieux voilà, pour essayer de baisser le cholestérol tel que les médecins le veulent. C'est ça, puisque l'idée donc c'est le même médicament, c'est une statine, mais il y a différentes molécules, c'est ça? Donc si on C'est passe comme d'une molécule à l'autre, ouais. éventuellement, on peut ne plus avoir le même effet. Exactement, c'est comme des petits frères et sœurs, on change OK. de petits frères et de petites sœurs, ça marche, d'un seul coup, il n'y a plus rien. On ne sait absolument pas l'expliquer au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas non plus le prévoir, c'est ça qui est. C'est pas parce qu'on a des effets secondaires avec une statine que ce sera forcément le cas avec des Non, non, autres, donc on peut ça pourrait être éventuellement le cas, mais tester ça d'autres. peut ne pas être le cas et on n'est absolument pas capable de le dire, donc il faut tester, dans la mesure du possible, évidemment. Ensuite, comme on n'arrive pas, bon, comme on a bien, quand même que tout le monde a bien compris que c'était compliqué, les statines, à bien des égards, et puis aussi se traîne une mauvaise presse autour d'elles, quand même, il faut dire ce qui est, pas forcément justifié, mais bon, il y a quand même un ressenti assez négatif et une peur qui s'est installée. Les laboratoires ont développé essayent d'autres stratégies. Donc là, une dernière est sortie il y a quelques années, pas tant que ça, enfin quelques années, et qu'on appelle les médicaments type PCSK9, qui sont des médicaments en injection sous-cutanée que l'on se fait soi-même 1 à 2 fois par mois en fonction de la molécule et de la dose. Donc, il n'y a que 2 médicaments là, ils sont à droite. L'idée, c'est le même principe que la statine, c'est d'accompagner ça. Par contre, elles ne se prescrivent jamais seules. En fait, elles sont extrêmement chères, elles coûtent 600 € la boîte. Bien souvent, les gens ne s'en aperçoivent pas puisque l'assurance maladie en France est ainsi faite qu'on ne voit pas le prix des médicaments, sauf si vraiment on s'y intéresse. Donc, c'est tellement cher que là, l'assurance maladie essaye quand même de pas que ce soit prescrit pour rien. Et donc, il y a des indications à respecter qui amènent à des ordonnances particulières, à justifier, que le médecin doit justifier pour que le patient puisse y avoir accès. Donc, c'est un protocole qui est lourd. Il est fait pour être lourd parce que comme ça
Ça évite qu'ils soient prescrits n'importe comment, on va dire. Enfin, qu'ils ne soient pas justifiés. Donc, on demande vraiment aux médecins de justifier le pourquoi ils le font. Donc, à chaque fois, on vous dit, il faut attendre quelques semaines l'autorisation, l'assurance maladie pour pouvoir l'utiliser. Dans ce cas-là, elle vous remboursera, effectivement, les médicaments. Et donc, au départ, ces médicaments n'avaient pas étaient présentés comme n'ayant pas forcément d'effets secondaires ou d'effets indésirables. Et puis, on a vu apparaître, ça c'est pour à peu près tous les médicaments injectables, au site d'injection, des rougeurs, des démangeaisons, voilà, une sensibilité qui là aussi n'est pas prévisible. Il y a des gens, ça va très bien, d'autres, ils ont un peu mal. C'est pour ça qu'on change les sites d'injection, on tourne un peu. Et il y a aussi de décrits des mal de gorge, des nez qui coulent, des éternuements. Et moi, je vois apparaître depuis quelques temps quand même des histoires d'arthralgie aussi, de myalgie, dont on ne sait pas trop du coup si elles sont liées qu'à la molécule ou aux statines qui sont là aussi, etc. Mais visiblement, ça a été rajouté quand même maintenant. Donc, on voit apparaître à peu près le même... disons que l'idée, c'est d'un peu agir, alors pas de la même manière, mais pour baisser le cholestérol, on voit arriver les mêmes problématiques, moindres, mais c'est possible. En tout cas, il faut le savoir. Juste avant de passer à la suivante, donc, pour revenir sur le point qu'on avait abordé en introduction, on a vu beaucoup de personnes qui avaient des problèmes à se fournir en répéta, en Praluent auprès de la pharmacie. Donc, comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a une manière de s'en prémunir? Alors là, on est sujet à la capacité de fabrication et de commercialisation des laboratoires. Et en fait, là, effectivement, on est en difficulté, en tension d'approvisionnement, voire en rupture d'approvisionnement. On n'a pas de délai forcément de retour. On est tous coincés, les médecins autant que les utilisateurs. Il n'y a pas de solution, donc on attend. Il y a pour l'instant, les médecins eux-mêmes ne savent pas. Donc, voilà, on attend. Super. Et il y avait une question dans le chat qui nous demande si les rumeurs sur le fait que les personnes qui prennent des statines de façon précoce développeraient la maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce qu'il y a un fond de vérité ou c'est une rumeur totalement? Je ne vais pas vous répondre comme ça parce qu'il faudrait vraiment que je regarde la littérature de manière très précise. Ça, c'est mon travail, je peux le faire. La difficulté que l'on a, c'est d'arriver à réellement... c'est des études il va falloir un délai énorme de recul entre l'utilisation d'un médicament et voir apparaître ce type de maladie. Donc, ça prend énormément de temps. Et là, on va dire que les molécules, elles sont sorties début des années 90, mais les dernières vraiment très fortes qu'on utilise, on est en 2025, on va avoir 20 ans de recul. Donc, on commence à avoir un recul suffisant et nécessaire, mais ça reste très, très compliqué d'arriver à incriminer. Mais ce qui est sûr, c'est que les chercheurs, c'est même pas les chercheurs, c'est tous les gens qui travaillent dans ce monde-là surveillent constamment les médicaments et pas que les statines du reste, pour voir les conséquences à long terme. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, en fait, les gens mouraient. Donc, on n'avait pas les conséquences à long terme. Maintenant, depuis pas mal d'années, pour tout un tas de maladies chroniques, on voit arriver des personnes avec 20, 30, 40 années de traitement, avec des nouveautés qu'on ne connaissait pas, puisqu'avant, ça n'existait pas. Donc, on est toujours à suivre l'actualité, à chercher, à comprendre pour essayer d'ajuster au mieux. Mais dans un contexte où en face, on lutte contre une maladie qui elle-même a ses propres caractéristiques et ses propres dangers. Ça, c'est la problématique des médicaments. Donc, c'est presque un bon signe qu'on commence à se poser ce genre de questions, puisqu'évidemment, il y a 20-30 ans, on ne se posait pas du tout la question d'Alzheimer chez les patients cardiovasculaires après un infarctus, puisqu'ils n'arrivaient pas à l'âge d'avoir Alzheimer. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille, d'une façon. Alors, c'est le réveil des maladies chroniques en général. Je comparais avec quelque chose qui, par exemple, qui n'a rien à voir ici, mais avec le VIH. Avant, on mourait du VIH, on mourait du sida. On ne meurt plus forcément du VIH, on n'en meurt pas. Par contre, on vit avec des médicaments et avec un virus qui abîme le corps et ce qui fait qu'on voit apparaître d'autres conséquences à terme. Mais il n'y a aucune bonne solution. C'est-à-dire que d'un côté, on a une maladie mortelle. De l'autre côté, on prend donc des médicaments pour vivre. Mais les médicaments, le corps, au bout d'un moment, et le virus aussi, fait qu'on s'abîme, etc. Donc, voilà. Et ça, en fait, ces paramètres-là sont en constante évolution, en fait. On gère sur le moment le problème, mais maintenant, il faut qu'on gère la continuité longue, éventuellement dans le temps, d'un traitement que l'on donne. Et ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure parce qu'il faut d'abord gérer l'urgence. Vous voyez, ça va être pareil pour toutes les maladies chroniques. Alors, l'IEC, donc c'était le I de mon basique, là, du début, l'acronyme. Donc ça, ce sont les médicaments qui vont baisser la pression dans la tuyauterie, rendre tout ça plus mou, plus souple. Donc, ça va diminuer, ça va dilater les artères, donc on dilate les tuyaux. Donc, il faut revenir vraiment à mon schéma du début. Ça diminue la pression artérielle. Du coup, le cœur est moins en souffrance et plus soulagé. Donc, on retrouve très souvent, donc c'est des médicaments qui finissent avec le suffixe pril, perindopril, ramipril, enalapril. Voilà. Deux effets notables de ces médicaments
pas forcément très bien connue des utilisateurs. C'est une possible toux sèche. Alors vraiment, c'est une toux sèche, hein, c'est pas grave du tout. C'est une petite toux comme ça, qui survient n'importe quand, qu'on ne voit pas forcément. Ça va vraiment dépendre du degré de gêne. Mais moi, parfois, j'ai des personnes avec qui je parle qui toussent comme ça et je regarde l'ordonnance et je dis, on va peut-être voir pour changer. Ça n'a pas de critère de gravité, c'est un critère de gêne par contre. Donc voilà, typiquement. Et une autre chose qui est encore moins connue et donc peu fréquente, mais pour le coup, je me permets d'en parler parce que c'est embêtant et quand ça arrive à une personne, cette personne-là est quand même très embêtée, c'est un problème de goût, de dysgeusie, de modification, je dirais, du goût des aliments avec un petit goût éventuellement métallique. Enfin, il y a un truc, voilà, un truc comme ça. Et c'est pas forcément bien ressenti, mais les gens disent mais je mange moins parce que je trouve que les aliments ont plus le même goût, etc. Donc ça s'interroge ça pour voir si ça pourrait être le médicament ou autre chose. Et il existe une surveillance biologique de ce médicament parce qu'il faut vérifier l'état du rein. Mais on le fait a priori à chaque fois. Alors la durée, combien de temps ça dure? Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, le principe en fait de ce traitement, c'est il y a eu un infarctus, il y a eu une crise aiguë, il y a eu mal, il y a eu douleur, il y a eu danger. On va réguler ça. Sur le moment, on met des stents, on fait tout ce qu'il faut. Et puis, l'idée, c'est que la personne, elle reparte avec, qu'elle continue sa vie comme avant. Sauf qu'on veut absolument éviter que que cet événement ne revienne, qu'il y en ait un deuxième. D'accord? Donc, on a bien compris, après les études qu'on a fait sur les personnes, qu'il y avait plein de facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque, qui peuvent venir jouer dans la possibilité que ça revienne. D'accord? Donc, on va stabiliser tous ces facteurs-là. La tension est un grand facteur, donc on va faire en sorte que la tension ne monte jamais. Du coup, elle n'abîme pas le cœur, ce qui est pas mal aussi. Le cholestérol, donc l'antiagrégant, on va faire en sorte que les gens soient un peu moins capables que la population standard générale, on va dire, qui n'a pas fait d'infarctus, pour pouvoir coaguler. Le but, c'est d'éviter tout ça. Et le problème, c'est que le corps ne sait pas le faire tout seul. Donc, on met des médicaments en place, mais on met des médicaments en place qui vont aider le corps. Si on enlève les médicaments, le corps ne sait pas faire. Donc, on ne peut pas enlever les médicaments et on les laisse en place. Donc, ils vont durer toute la vie. Alors, certains sont stoppés, on l'a vu tout à l'heure, certains sont diminués, mais de là à dire, quand on me pose la question, est-ce que j'aurai un jour plus de médicaments, au jour, alors, nous sommes quel jour? Le 17 juin 2025, en l'état actuel des données médicales et scientifiques et pharmaceutiques, les médecins n'arrêteront pas les traitements comme ça. D'accord? Parce que pour eux, ça garantit, voilà, tous les facteurs sont verts, c'est super, ça marche. Donc, ils vont faire ça. Et ceci, je l'ai marqué là, mais j'y reviendrai, même si les résultats sanguins sont normaux et que la tension est bonne. Pourquoi? Parce que souvent, les gens me disent, mais mes résultats sanguins, mes résultats de cholestérol sont bons. Donc, je suis guérie, donc je peux arrêter le traitement. Ma tension est bonne, donc j'ai plus de tension, donc elle est guérie, donc elle est bonne, donc tout va bien, donc j'ai plus besoin des médicaments. Non, les médicaments sont, si la tension est bonne et si les résultats sanguins sont bons, c'est parce que les médicaments sont pris. Pour voir ça, moi, j'explique ça aux gens en disant que c'est comme le lait dans la casserole. Je laisse le feu, là, le lait, il va monter, il va monter, il va monter. Je baisse le feu, c'est mes médicaments, ils redescendent. Je remonte le feu, j'enlève mes médicaments, ça remonte. Hein. C'est un yo-yo. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est normal que sous traitement, les résultats soient bons, puisque c'est quand même l'idée, hein, c'est ça que cherchent les médecins. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on les enlève, parce que c'est parce qu'ils sont là que les résultats sont bons. Alors, les horaires. Donc, je rentre un peu dans les aspects un peu pratiques que je rencontre avec les personnes là, qui prennent des médicaments. Alors, moi, je vois de tout. Hein. Sachez une chose, c'est que donc on va vous donner une ordonnance de médicaments. Si les horaires ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas du matin, vous n'êtes pas du soir, vous ne pouvez pas le midi, votre travail, votre vie privée, tout ce que vous voulez fait qu'il y a un moment de la journée qui n'est pas pratique pour vous, il ne faut pas hésiter à en parler. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'horaire strict en cardiologie, je pense qu'il y a peut-être 2 médicaments, même pas, enfin très peu, c'est plus des habitudes de prescription pour plein de raisons que je n'expliquerai pas ici parce qu'on pourrait passer 1 heure, mais surtout, un maître mot, c'est que si ça vous gêne, tel que c'est rangé, il faut absolument parler à un médecin qui va vous dire « Ah bon, mais bien sûr, je vais vous les changer de place ». Et c'est dommage de se gâcher la vie pour rester correct, de se gâcher la vie pour si peu, alors qu'on s'en fiche complètement, en fait, d'un point de vue efficacité et risque. Du coup, je vais revenir sur les effets secondaires, mais c'est plutôt, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc effets secondaires, effets indésirables. L'effet indésirable, c'est quand ça devient gênant. Alors, il y a des médecins qui considéreront que l'effet que vous ressentez n'est pas vraiment indésirable parce qu'il n'est pas dangereux, mais vous, ça va vous gâcher suffisamment le quotidien pour que ça devienne vraiment indésirable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'indésirable, c'est d'abord une question de survie, enfin de risque vital, mais si ça vous gâche la vie tout le temps, le problème, c'est que ça va devenir, ça va avoir d'autres conséquences collatérales, baisse de l'estime de soi, par exemple, etc., qui ne va pas être supportable. Donc, c'est pour ça que cette distinction, je la fais, mais qu'elle est quand même très, très floue. Il y a le danger vital, mais il y a vraiment la qualité de vie qui est gâchée, quoi. Une question donc, sur Cardégine qui est autre, du coup, j'imagine anti-agrégant. Est-ce qu'ils ont un effet sur les facultés mentales? Est-ce que ça peut créer de la confusion, etc.? Alors, pas que je sache. Après, faculté mentale, il faudrait détailler ce que ça veut dire. Je sais pas, je comprends pas le mot en tant que tel. Faculté mentale. Okay.
faudrait détailler exact. Alors, comment réagir en cas de questions ou difficultés rencontrées? Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va partir sur des années. Ok, donc si jamais il y a quelque chose qui ne convient pas, il faut vraiment ne pas hésiter à en parler. Donc je vais donner quelques exemples, mais je ne peux pas tous les citer, mais vraiment ça c'est une règle d'or. Parce que comme on est sur du long terme, si quelque chose gêne, comme j'ai l'habitude de le dire, ça gêne 1 mois, ça gêne 2 mois, enfin une semaine c'est pénible, 1 mois ça commence à piquer, 2 mois ça pique fort, et si ça reste trop longtemps, et que justement c'est pour ça que j'avais ma diapo au début, les avantages sont visiblement avec le temps moins forts que les inconvénients. Dans mon métier à moi, les médicaments, ils vont sortir. Et quand je dis vont sortir, ils vont être arrêtés. Donc, il ne faut vraiment pas rester avec des problématiques. Il faut essayer de trouver un interlocuteur qui peut vous aider. Donc, si j'ai des changements de mes sensations dans mon corps, donc c'est pour repérer les effets indésirables, mais pas que. Si je ressens des trucs que je n'avais pas avant, il faut absolument en parler. Il faut trouver des personnes avec qui en parler. Ça, c'est sûr. Quand je dis des personnes, c'est des soignants, pardon, pour être très clair. Donc, je vais venir sur quelques détails. Alors, les questions que je peux avoir fréquemment, j'ai souvent, la phrase telle qu'elle est, le verbatim, c'est « je n'avais pas de cholestérol avant, alors pourquoi j'ai un traitement ?» Avant mon infarctus, je n'avais pas de cholestérol. Pourquoi maintenant j'ai un médicament puisque je n'avais pas de cholestérol? Alors, c'est pas que vous n'avez pas de cholestérol. Donc, j'ai essayé de faire un petit montage là pour vous montrer. En fait, donc là, il y a un résultat sanguin. Ce qu'on va regarder, c'est le cholestérol LDL. Donc là, qui est par exemple à 0,87, je crois, de mémoire. Et en fait, en dessous, ça, c'est un document que l'on trouve sur ces analyses sanguines. On a l'interprétation du résultat. Et vous voyez qu'en fait, il y a 3 cases. Il y a prévention primaire, risque cardiovasculaire faible, haut risque, et puis prévention secondaire ou très haut risque. Alors, la prévention secondaire, c'est dès l'instant qu'on a fait un infarctus. Et vous voyez que les taux de LDL attendus ne sont pas les mêmes. Dans la population générale, on va ficher la paix à quelqu'un qui a en gros 1 gramme et en dessous. Dès l'instant qu'il fait un infarctus du myocarde, son taux qu'on considérait sympathique à 1 gramme, on va demander à ce qu'il soit 0,55 tout en bas. Donc, on va vouloir que ce taux de cholestérol circulant il diminue par 2. Donc, ce n'est pas que vous n'en aviez pas avant, c'est que vous étiez dans une catégorie qui fait que vous étiez dans la norme. Une fois que l'on fait un infarctus, on change de catégorie, donc on descend là visuellement sur le diaporama, et on est dans la 3e case. Et donc là, très clairement, beaucoup de gens de la population générale se retrouvent dans cette case. Ça se retrouve à devoir avoir ce 0,55 et qui va nécessiter de prendre des médicaments. Alors ça c'est certain. Donc c'est ça l'histoire. C'est pas que j'en avais pas avant, c'est que j'étais dans une case différente. Une autre question que j'ai, des fois, si j'arrête le gras, est-ce que je peux ne pas prendre de médicaments? On va dire à des gens, voilà, et vous avez trop de cholestérol. Je vais arrêter de manger du gras, je vais faire attention. Alors malheureusement, le gras que l'on mange ne joue que très peu, malgré tout ce qui peut être dit sur le gras de LDL que les cardiologues visent. Donc, ça va être bien de toute façon de réguler son alimentation pour d'autres raisons, mais ça va pas changer significativement le sort, enfin, en tout cas à la marge. Peut-être certaines personnes ont la chance que ça change beaucoup, mais c'est pas la règle. Est-ce que je peux remplacer le cholestérol par les compléments alimentaires, donc la levure de riz rouge pour ne pas la nommer? Donc, je vous ai mis, là j'ai fait une capture d'écran quand je tape levure de riz rouge sur Google, il y a je ne sais pas combien de référencements possibles de petites boîtes de levure de riz rouge, de compléments marqués pour le cholestérol, etc. Alors, je voudrais juste signaler c'est qu'en fait, donc je vous ai marqué en dessous de quoi c'est constitué. Donc, alors, 2 remarques. En fonction des boîtes, la dose de levure de riz rouge, qui est donc la manocholine, qui est la substance qui va avoir l'action sur le cholestérol, varie, mais vraiment, varie de 0 à 100. D'accord, un facteur multiplicatif par 100. Donc, déjà, attention quand on achète une boîte parce qu'il faut regarder combien il y en a dedans de quantité. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la levure de riz rouge, donc c'est la substance, c'est la monacoline, et que c'est en fait une statine, bébé statine, très peu efficace, mais qui est une statine. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à synthétiser d'autres statines plus puissantes, c'est qu'on est parti de la nature. Et j'en veux pour preuve que tout en bas là, de la diapo, alors ça dépend là aussi des boîtes, et vous regarderez, il y a souvent marqué que le produit ne doit pas être consommé en cas de prise de médicaments pour diminuer le cholestérol, pour ne pas faire effet doublon en fait, et en cas d'intolérance aux statines. Donc, on est en train de vous dire qu'on ne prend pas cette levure de riz rouge si jamais on a eu des effets désagréables sous statine, parce qu'en fait, on vous redonne une statine. Alors, très petit dosé, mais on vous la redonne. Okay, donc, ça, c'est important à considérer. Et puis, du coup, l'HS, le ministère de la Santé, on va dire, a examiné ça. Et en fait, par contre, pour maintenir un taux normal de cholestérol, il faudrait avoir une dose quotidienne de ces substances-là de 10 mg. Et vous voyez, par exemple, que dans celle que j'ai prise, on est à 1,3 mg par comprimé, par gélule, peu importe. Ce qui fait qu'il faut au moins en prendre 10 par jour. Mais ça restera une molécule qui est apparentée aux statines. Alors, il y a une question qui me demande s'il y a des aliments qui sont interdits ou pas recommandés en raison des interactions avec le traitement. Donc, elle mentionne le pamplemousse,
également l'ibuprofène qui n'est pas recommandé. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'il y a d'autres aliments ou traitements sur le côté à éviter? Non. Dans les 2 cas, si tu es là sur cette question, c'est très médecin dépendant. Il y a des médecins qui vont vous autoriser, des médecins qui vont pas vous autoriser. Donc je peux pas répondre, de manière, il y a pas C'est de au on parle traitement utilisé aliments, à voir avec son médecin. des aliments, non, pas dans les médicaments que j'ai présentés là. Si on avait un traitement anticoagulant, on rentrerait dans une autre case, mais là, on les traite pas aujourd'hui, donc voilà, en détail. Mais si on a un anticoagulant, un antivitamine K, aussi pour ceux à qui ça parlerait, là, il y a une liste d'aliments à ne pas utiliser, mais c'est vraiment très spécifique. D'autres questions qui reviennent souvent. Si j'aime pas les médicaments, en fait, quand on demande aux gens est-ce que ça va aller pour vous de prendre des médicaments, et bien moi j'entends des phrases telles que j'aime pas les médicaments, j'en ai jamais pris de ma vie. J'aime pas la chimie, j'aime pas ces chimiques, je trouve que c'est contraignant, j'ai l'impression d'être vieux depuis que je prends des médicaments, je me sens diminuée, je me sens plus moi-même, j'ai perdu le sens de ce que j'étais, etc. Toutes ces questions-là, elles sont très légitimes, il faut absolument pas les laisser comme telles. Et je vous renvoie pour une partie de ces questions-là à mes 4 petites phrases que j'ai remis là. Là, on va toucher. Enfin, c'est pas que du médicament qui se joue derrière ça. Alors, pour la première, peut-être un peu, mais pour ce qui est contrainte, on va trouver des solutions à la contrainte. Mais si je me sens vieux, si je me sens diminuée, ça, c'est des choses qu'il faut aborder absolument. Elles ne sont pas le fait du médicament. Le médicament n'est là que pour vous rappeler à chaque fois que vous ouvrez la boîte ce qui s'est passé. Et donc, ça veut dire qu'on revient à l'étape d'avant qui est ce qui s'est passé, comment c'est vécu, comment ça a été intégré ou pas dans son histoire de vie. Et ça, c'est un élément capital pour la suite, pour avancer. Et la question, je ne ressens pas l'effet des médicaments. Oui, malheureusement, cardiologie, on n'est pas dans les traitements de la douleur, on n'est pas dans la polyarthrite, on n'est pas dans des choses qui font très mal. Donc, en fait, c'est one shot et on va dire aux gens, en prévention pour la suite, on vous donne des médicaments et on ne ressent pas l'effet. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas efficaces dans le corps, mais c'est vrai que c'est une dimension qu'il faut comprendre. Pourquoi on les prend? Parce que sinon, comme on sent pas l'effet, qu'il y a la contrainte, qu'au plus ça nous renvoie à des choses pas très agréables, hop, comme j'ai envie de dire, le médicament, il va sortir. Il va sortir de l'équation, il va sortir de la vie, parce qu'on voit pas on ne ressent pas l'effet. Oui, c'est vrai, on ne ressent pas l'effet. On va éventuellement sentir les effets secondaires, indésirables. Donc, c'est pour ça que cette balance entre plus d'avantages que d'inconvénients est importante, mais on ne ressent pas forcément l'effet. Donc, il ne faut pas rester, par contre, il faut absolument discuter de ces questionnements avec des soignants. Ça, c'est primordial. Ne restez pas tout seul avec ça. Par rapport aux effets, justement, donc on ressent pas les effets, mais on peut quand même peut-être voir le résultat des traitements. Est-ce qu'il y a des indicateurs clés qui peuvent nous dire: «Ah là, c'est bon, le traitement fonctionne bien», qu'on peut Bah regarder oui, en tant que patient? pour tous les traitements de la tension et de la pression du cœur, ça va être la tension qui est bonne, comme disent les médecins, qui est dans les normes attendues. Pour le cholestérol, le LDL, il va être bien. Pour les antiagrégants, on n'a pas de marqueur. Mais on voit les effets quand il y a les bleus, mais bon, enfin, c'est pas un marqueur, quoi. Que Pour, la alors, tension et du coup le LDL cholestérol, si on est dans les clous, c'est que le traitement fonctionne bien. oui, ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, à cette fameuse question. Alors, d'autres problématiques rencontrées, je vois que l'heure tourne, mais alors, effectivement, dans le quotidien, vous pouvez avoir des tailles de boîtes de médicaments qui ont été délivrées à la pharmacie qui sont différentes. Donc, ça complexifie considérablement la gestion des boîtes de 28, des boîtes de 30. Donc, sur quelle boîte me caler? Donc, je vous conseille fortement de vous caler sur la boîte la plus petite pour le renouvellement des traitements, sachant qu'on peut renouveler ces médicaments au bout de 3 semaines et pas attendre le dernier jour du mois, quoi. D'accord? Pourquoi on me donne qu'un mois de traitement à la pharmacie? Parce que la réglementation en France est ainsi faite qu'on ne peut pas donner plus que la quantité d'une boîte. Alors, la plupart des boîtes sont en boîte de 30. Maintenant, ils sortent des boîtes de 90, c'est-à-dire pour 3 mois de traitement, mais ce n'est pas du tout homogène. Donc, à la pharmacie, on va vous donner des boîtes de 90, par exemple, pour le cholestérol. L'aspirine, elle n'existe pas en boîte de 90 pour certaines. Les autres médicaments, ça dépend aussi. Donc, c'est hyper compliqué. Mais par contre, on oblige les gens à revenir régulièrement, ne serait-ce que pour discuter avec eux, de s'assurer que ça va. Et c'est le même principe que le médecin qui veut souvent revoir. Alors, ça s'espace avec le temps, mais au début, après la crise, il veut revoir pour voir si tout va bien, si les médicaments, ça va. Et puis après, ça s'espace un peu. Mais c'est ce qui peut expliquer qu'on revoit les gens. Mais au bout d'un moment, c'est censé normalement s'espacer avec le temps. Mais ça peut être lourd à gérer pour le quotidien. Toutes les questions doivent être posées aux soignants. Je me suis remis cette petite diapositive parce que vraiment, j'insiste. Là, je ne peux pas forcément penser à tout et traiter tout. Si vous avez vraiment des questionnements, il faut aller trouver les personnes qui s'occupent de vous en termes de soins. Et alors, par contre, ça indique une chose qui est vraiment capitale, c'est d'avoir confiance en elle. On ne peut pas confier sa santé à quelqu'un dont on n'a pas le feeling, dont on n'a pas dont on n'est pas rassuré pour X ou Y raison. C'est de l'humain, d'accord? De la même manière, je dis toujours aux personnes que je rencontre que si je vais chez un garagiste dont j'ai l'impression déjà qu'il n'est pas fiable et qui me dit qu'il faut changer les 4 roues et que ça va me coûter 400 € les 4 roues, eh bien, si je n'ai pas confiance en lui, je ne vais pas changer les roues. Peu importe la conséquence, d'accord? Mais si je n'ai pas confiance, ça ne va pas marcher. Et bien dans le soin, c'est pareil. Si on n'a pas confiance, si la relation de soin, elle ne se fait pas bien, même si ce n'est pas forcément perceptible, c'est diffus,
c'est voilà, et c'est compliqué. Alors, par contre aussi, quand certaines personnes multiplient les avis, nous, par exemple, on leur dit il faut avoir qu'un avis, parce qu'on ne peut pas avoir 3 médecins qui ont 3 avis différents, c'est juste ingérable psychologiquement. Il faut choisir un camp et puis on se fie à un camp parce que sinon, c'est psychologiquement très compliqué, quoi. Il y a plein de choses qu'on pourrait aborder, mais je vais peut-être répondre à des questions. Super, ouais, parfait. Effectivement, le timing est trop serré, donc on va squeezer. Donc, on avait Ouais, prévu que des c'était petites parties fait sur d'autres. insuffisance, diabète et tabac, mais il y aura des webinaires spécifiquement sur ces questions-là. Donc, voilà, Oui, parce qu'elle mérite à n'hésitez pas part à entière participer d'être. à ces webinaires. Elle Écoute, mérite d'être traitée à part c'est entière. des sujets à part entière. Alors du coup, petite Je te pub, laisse. je me permets de vous signaler juste que moi je suis également auteur de livres à destination de la population pour justement faire en sorte d'accompagner les personnes dans leur quotidien avec la maladie chronique. D'accord. Donc j'ai sorti il y a un an tout pile un livre sans questions-réponses, c'est le format de l'éditeur qui est comme ça, sur la maladie chronique, les questions qui reviennent les plus fréquemment dans l'ordre de chronologie de l'histoire médicale, c'est-à-dire au moment de l'annonce, du diagnostic, de la survenue, puis plus le temps s'espace, donc il y a des questions urgentes, des questions immédiates, puis plus le temps avance, plus on a des questions pratiques, on a des questions après parfois existentielles, des questions philosophiques, des questions sociétales. Donc voilà, c'est un document qui est construit comme ça, qui répond à plein de questions, et d'ici la fin de l'année, devrait sortir son alter ego spécial médicament pratique, là aussi, qui reprend certaines des choses que j'ai pu aborder là, mais bien d'autres aussi, parce que voilà, c'est le compagnon du quotidien, le médicament, et qu'il y a beaucoup de questionnements et qui sont très légitimes du reste. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Karine. Donc, j'ai une dernière question donc, qui nous demande de l'intérêt du médicament pour l'estomac, par exemple pantoprazole, qui est parfois prescrit en Ouais. parallèle aux Alors, autres médicaments. il y a plein de raisons. La première, c'est à chaque fois que j'ai un patient qui a un traitement comme ça, je lui demande d'emblée, est-ce qu'avant, vous aviez déjà ce type de médicament, alors du reflux, l'ulcère qui est vraiment le modèle, mais avant l'ulcère, la gastrite, donc la brûlure d'estomac, le reflux, etc. Dès l'instant qu'il n'y a pas ça, on regarde les médicaments, et donc là, ça dépend de l'âge de la personne et ça dépend aussi du médecin. Mais quand on a 2 antiagrégants, souvent en fonction de tous ces paramètres, l'âge, etc., les médecins vont être tentés de prescrire pour protéger l'estomac des variations d'acidité un traitement comme ça, mais il y a plein de fois où ce n'est pas utile. Donc en fait, je vous invite très fortement à poser la question du traitement à votre médecin et de le faire réévaluer aussi avec le temps. Parce que là aussi, on a besoin d'un médicament, mais on n'a pas besoin forcément tout le temps, ne serait-ce que quand il n'y a plus les 2 antiagrégants. Mais ça dépend de l'histoire médicale de chacun. Donc moi, je sais que je demande tout le temps le parcours des gens, parce que des fois, tu as des gens qui ont ça d'avant, donc il faut absolument continuer. Et puis, des fois, on cherche plus. Nous, des fois, on les arrête quand on ne trouve pas d'explication et on regarde ce qui se passe. Ce n'est pas forcément systématique. Donc, je vous invite vraiment à reposer cette question-là aux soignants. Un grand merci en tout cas, Karine, pour tous ces éléments d'information. Donc, j'ai l'impression que si on doit retenir un message principal, c'est communiquer. Ah oui. C'est que dans tous les cas, les soignants sont là pour adapter le traitement aussi à vos ressentis, à leurs effets. Donc surtout, essayez tant que possible de maintenir cette communication, d'échanger avec vos soignants sur le sujet. Est-ce que tu souhaites apporter un dernier mot de conclusion? Oui, moi, c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre au-delà de voilà, je dois me traiter, c'est long, etc. C'est que moi, ce que j'observe, ça peut très bien se passer, il n'y a pas de problème, mais dès l'instant qu'il y a des difficultés, qu'elles soient vraiment des contraintes techniques, le comprimé trop gros, trop petit, le sachet, ça ne me plaît pas, enfin, il y a plein d'histoires possibles, les horaires, etc. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à dialoguer. Alors, aussi avec le médecin, mais le pharmacien d'officine maintenant est tout à fait formé à ça pour voir si on peut faire autrement. Parce que vraiment, de mon expérience, de tant d'années d'accompagnement, un petit problème, s'il dure 3 jours, c'est pas très grave. Si vraiment il revient tout le temps et qu'on part sur des années, au bout d'un moment, les gens perdent de vue le pourquoi ils se soignent, voient plus de désagréments que d'avantages, et du coup lâchent. Et quand ils lâchent, dans mon domaine à moi, ils arrêtent les médicaments, et là, par contre, on ne sait plus ce qu'on fait, quoi. Donc c'est dommage parce que plein de fois, en fait, c'est juste parce que on n'a pas pu, on n'a pas trouvé la bonne personne, voilà. Et je vous invite aussi à plutôt discuter avec des humains, des soignants, et pas trop Internet, etc. Là, j'ai pas fait de diapo là-dessus, mais on trouve de tout et n'importe quoi sur Internet. Vous savez très bien, pour tous les domaines, et le médicament n'y échappe pas. Donc c'est compliqué, et c'est en plus un domaine qui est en constante évolution. Donc ça le rend ce qu'on pourra dire aujourd'hui sera peut-être faux demain, dans un mois. Enfin, c'est très compliqué, donc il faut toujours voilà. Et par contre, en fait,
de base aussi, il faut avoir vraiment confiance et donc avoir compris. Moi, je pense que la confiance, elle passe aussi par avoir compris un peu les enjeux pour soi-même, de pourquoi on le fait. Et dès qu'on n'a plus compris, il ne faut pas hésiter à remobiliser ça parce que dans la durée, bah, c'est long, quoi. Comme pour toute maladie chronique, hein, comme pour les gouttes dans les yeux, comme pour plein de choses comme ça, quand on ne sait plus pourquoi on le fait, ça perd de son sens et c'est là que les tentations, les comportements voilà, changent, on va dire. Merci pour ce mot de conclusion. Donc, on parlait justement de maintenir le lien, d'échanger avec des humains. C'est aussi l'objectif de ces webinaires. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'était le dernier webinaire de printemps organisé par Noctuacare. Donc, juste avant de nous quitter aujourd'hui, j'invite ceux qui le souhaitent à voter pour les prochains webinaires justement qu'on va organiser tout au long du mois de juillet, août et septembre. Donc, on parlait justement des ateliers sur le diabète, l'insuffisance cardiaque. Pour nous, c'est essentiel aussi que ça vienne de vous, et donc que vous votiez pour les thématiques qui vous intéressent le plus, que derrière, on aille chercher aussi les professionnels de santé les plus compétents sur ce sujet pour vous accompagner. Donc, la dernière demande. Et enfin, le dernier point aussi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger du coup l'application qu'on a développée, qui est disponible aujourd'hui gratuitement, où vous retrouverez donc une partie des informations qui ont été présentées aujourd'hui, ainsi que d'autres programmes d'accompagnement sur d'autres pathologies cardiovasculaires. Donc, merci à tous en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Merci encore, Karine, pour cette présentation. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire.